Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du live présidentiel sur LCI et Facebook Live. 3 semaines, jour pour jour, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et à 3 semaines, le live se dédouble. 2 invités, 2 épisodes du live présidentiel d'ici 20h. Dans 1 heure, nous recevrons le député Front National Gilbert Collard. Mais nous allons d'abord dialoguer avec le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez donc nous suivre sur Facebook Live. Vous pouvez surtout nous poser des questions, vous poser des questions dans quelques minutes. Je vous livrerai d'ailleurs aux internautes sans filtre avec Justine qui sera notre ambassadrice auprès d'eux. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, il suffit de vous rendre en fait sur la page Facebook d'LCI. C'est là qu'on est en ce moment en direct, c'est un Facebook Live et c'est sous cette vidéo que vous pouvez poser toutes vos questions. On vous pose aussi une question pendant toute la durée de ce live. D'après vous, Jean-Luc Mélenchon sera-t-il au second tour? Là, vous répondez hashtag oui, hashtag non. On vous donne le résultat tout à l'heure. Mais on commence tout de suite, comme d'habitude, avec l'interview Les yeux dans les yeux. Alexis Corbière, on commence avec une question qui n'est plus tellement de la politique fiction. Et si Jean-Luc Mélenchon était au second tour? Il y a ce sondage Odoxa que vous allez voir à l'image tout de suite, où il talonne François Fillon, 16% contre 17% pour François Fillon. Alors évidemment, il est encore un peu loin du second qui, en l'occurrence, était Marine Le Pen. On imagine que par un système de vases communicants, on pourrait pourquoi pas avoir un duel Marine Le Pen-Jean-Luc Mélenchon. Si ça arrivait, j'ai envie de vous demander, Alexis Corbière, qu'est-ce que vous diriez aux 50% de Français qui ne se sont pas reconnus dans un vote radical, au sens où c'est un changement profond du modèle de société, du modèle politique? Qu'est-ce que vous diriez aux 50% de Français qui n'ont voté ni pour Marine Le Pen, ni pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour? Je leur dirais, refondons ensemble ce pays. Voilà, c'est un des moteurs, je crois, de notre campagne, un des axes forts de ce que nous disons, c'est ce passage en 6e République. Et j'aimerais que chacun comprenne ce que cela signifie. Je crois qu'il est assez partagé aujourd'hui par beaucoup de nos concitoyens qu'on est dans un moment de fin de régime. Cette 5e République se meurt, elle a fabriqué ce que nous avons appelé une oligarchie, il y a des mœurs politiques qui sont plus acceptables, il y a des liens entre l'argent et des hommes politiques qui sont intolérables. Et cette assemblée constituante que nous ferions, quelles que soient les opinions des Français, pourrait permettre que nous discutions ensemble et que nous nous redonnions des règles démocratiques. J'ai envie de leur dire, ne votez pas pour Jean-Luc Mélenchon seulement pour son programme, mais aussi par le fait qu'ensemble, il ouvrira la possibilité que nous nous donnions des droits nouveaux. Je pense notamment au droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc. Je vois monter ce thème du vote blanc. Je trouve ça assez passionnant. Des gens qui disent, moi finalement, il y a un tel malaise que j'aimerais que ce vote blanc soit pris en compte. Eh bien, fondons cette 6e République où le vote blanc serait pris en compte. Par exemple, si un nombre représentatif de votes blancs s'exprimait dans une élection, eh bien, on pourrait considérer qu'il faut peut-être refaire l'élection, car l'offre politique ne correspond pas. Vous voyez, au-delà de nos propositions sociales et écologiques... Mais il y a aussi les propositions économiques et sociales qui peuvent faire peur à certains Français qui considèrent que le modèle finalement qui est le nôtre de mondialisation n'est pas si mauvais, qui peuvent avoir peur de la sortie de l'Europe, qui peuvent avoir peur de l'augmentation assez massive du SMIC 173 € dès 2017. Je ne crois pas que pour 14% des salariés français qui vont voir leur SMIC, leur salaire augmenter, ils aient peur. Non mais attention que les choses soient claires. Moi franchement je continue à penser que dans ce pays, il y a une passion pour l'égalité. On apprend ça à l'école. Les Français n'ont pas de problème avec ça. On pense même tous, même des gens de droite, franchement, qu'il y a trop d'injustice. Franchement, mettre au cœur de notre programme tel que nous le faisons la question du partage des richesses, pour plus de justice sociale, est partagée par tout le monde. Après, je peux comprendre que les gens s'inquiètent en disant est-ce que tout ça va se passer de manière raisonnable pour qu'on puisse le faire tous ensemble? C'est pas le grand soir, j'entends bien l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, écoutez, franchement, on a bien compris que c'est par les urnes que tout ça va avoir lieu, avec un peuple consulté, un peuple souverain. C'est ça l'enjeu. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, ce qui me semble intolérable souvent, c'est qu'on a mis quasiment dans l'angle mort de nos analyses que lors des précédentes élections, qu'elles soient européennes, municipales, régionales, plus de la moitié de nos concitoyens ne sont pas venus voter. On peut s'intéresser à cette moitié du peuple qui ne va plus voter. Et pourquoi il ne va plus voter? Il y a un dégoût qui s'est fabriqué. Et ce dégoût, il s'agit de le faire reculer justement par la délibération collective. Donc bien sûr, Mélenchon est un homme connu comme étant un homme qui n'accepte pas l'injustice sociale, la pauvreté. Et franchement, les Français savent aujourd'hui qu'il y a quand même une minorité qui capte la richesse et qu'il est temps de partager. Alors le succès de cette campagne, en tout cas si l'on en croit les sondages, il faut toujours se méfier, c'est évidemment votre présence sur les réseaux sociaux. Et vous savez que c'est le but du live présidentiel de faire découvrir aux téléspectateurs ce qui se passe aussi en coulisses sur les réseaux sociaux. On va regarder la carte d'identité de Jean-Luc Mélenchon, c'est assez impressionnant. Il est présent sur Internet de manière assez massive. Regardez que son nombre de followers sur Twitter, plus d'1 million, presque 800 000 d'amis, entre guillemets, Facebook, et puis sa chaîne, 19 millions de vues sur la chaîne YouTube. Alors pour comprendre ce phénomène, je vous propose de regarder un sujet préparé par Amandine Atalaya sur justement les coulisses de cette réussite sur le net. La chaîne YouTube qui porte ces revues est devenue la première chaîne politique
du pays. Voici le youtubeur politique français le plus populaire, Jean-Luc Mélenchon. De 20 000 abonnés cet été à 185 000 aujourd'hui, sa petite entreprise prospère. Au début, on filmait avec un iPhone en fait. Après, on a rajouté un micro sur l'iPhone et après, on est passé à une dimension un peu plus qualitative. Une communication peu coûteuse pour un candidat sans parti hors de la primaire. Pendant 20 minutes, il développe les thèmes qu'il choisit. Bonjour. Le candidat de la France Insoumise vient aussi de créer sa propre émission politique sur Internet. Ça donne le moyen d'une expression libre, en tout cas qui ne passe pas par le filtre calamiteux des médias officiels. Alors le filtre calamiteux des médias officiels, c'est pour nous, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, cet après-midi, Marine Le Pen aussi à Bordeaux a dit la même chose. Donc comme ça. Mais il n'y a pas que les médias qui ont le droit de critiquer les femmes et les hommes politiques. Bien sûr. D'ailleurs, non mais il faut. Attendez, au-delà de ça, je crois que c'est vous et vous l'acceptez. Il faut la critique citoyenne, le regard citoyen critique sur les médias. Il y a des bonnes et des mauvaises choses, et il est légitime. Voilà. Mais je suis content, je peux présenter Mathias Saint-Oven. Qui nous a rejoint, Mathias Saint-Oven, qui est un des artisans de ce succès. Voilà, avec notre Antoine Léaumont qui était dans la vidéo. Élise, Maillard, et puis notre directrice de communication, Sophia Chikirou. Moi, je suis très fier, mais je vais lui laisser la parole. Ils sont jeunes, ils sont... Bon, Mathias était déjà là il y a 5 ans. Ils sont pleins de talent, plein de savoir-faire. Et c'est ça qui a été un peu le secret, mais je vais lui laisser la parole de cette campagne. C'est qu'on a réussi comme ça à associer plein de gens très talentueux et qui montrent là l'essentiel, je crois, de leur savoir-faire. Y compris aussi avec le Jean-Luc Mélenchon en hologramme qui a beaucoup fait parler, évidemment. Je ne sais pas si c'est aussi votre initiative, vous occupez de la communication numérique du candidat. Cette présence des politiques sur Internet et sur les médias digitaux, c'est la première fois qu'on en voit une telle ampleur pour la campagne 2017. On a l'impression d'ailleurs que les candidats qui marchent le mieux, je ne sais pas si c'est lié, en tout cas sont très présents sur les réseaux sociaux. Écoutez, en 2012, c'est vrai que, selon moi, les réseaux sociaux étaient déjà très importants, mais c'est vrai que là, on a basculé dans quelque chose d'encore plus fondamental. Aujourd'hui, c'est indispensable. C'était important en 2012, c'était une plateforme de plus, une audience de plus. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen de communiquer à part entière. Donc c'est vrai qu'on remarque avec cette campagne une explosion des réseaux sociaux qui deviennent peut-être le centre même de la campagne. On voit qu'en réalité, aujourd'hui, on fait des émissions pour commenter ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, ce qui se fait sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas forcément le cas en 2012. Donc oui, c'est devenu quelque chose de fondamental. Et vous avez vu votre nombre d'abonnés exploser tout au long de la campagne Oui, ça a explosé à des moments différents. Sur YouTube, ça a plutôt explosé en septembre quand on a lancé la revue de la semaine avec Jean-Luc Mélenchon, qui est un format face caméra hyper horizontal dans lequel Jean-Luc s'exprime directement. Et donc on a pris en l'espace, on était je crois à 28 000 en septembre, on est à plus de 250 000 aujourd'hui. Sachant qu'il me semble que les chaînes les plus hautes de candidats à l'élection présidentielle, c'est celle de Marine Le Pen, avec, à part la nôtre, à 17 000 abonnés. Donc on voit bien qu'il y a quand même un gouffre qui s'est créé. Et puis sur Facebook, on était déjà la deuxième communauté la plus importante de la campagne, derrière celle de Marine Le Pen. Mais là, on observe une progression depuis le débat qui est formidable. Il y a eu un effet encore plus... Oui, on a pris en l'espace de 10 jours à peu près 100 000 personnes. C'est à peu près c'est les deux tiers de ce que vaut Benoît Hamon en soi. Il a 159 000 abonnés. Donc c'est une progression qui est très impressionnante. C'est pas gentil pour Benoît. Non, mais je donne un titre de comparaison. Mais Emmanuel Macron, c'est 300 000. C'est aussi donc c'est un tiers. Il veut mettre le coin systématiquement. Non, mais je compare avec d'autres candidats à l'élection présidentielle. J'ai parlé de Marine Le Pen avant, donc vous voyez, je fais pas qu'une comparaison avec Benoît Hamon. Mais en l'occurrence, c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose de significatif parce que ça montre qu'on a réussi à toucher des gens qu'on ne touchait pas jusqu'à présent, que notre progression elle était continuelle, on était quand même sur plusieurs milliers de personnes par jour, etc. Mais là, 100 000 en 10 jours, c'est énorme. Merci beaucoup Mathias Saint-Oven. Maintenant, on va commenter ensemble, on va regarder ensemble comment justement cette actualité politique a été vue cette semaine sur les réseaux sociaux. C'est le bruit de la semaine. Et on commence par regarder le sujet préparé par les étudiants du CFJ pour nous. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Cette semaine, le président des Internets n'est même pas candidat. En apportant son soutien à Emmanuel Macron, je voterai pour Emmanuel Macron. Manuel Valls a trahi Benoît Hamon. Ce qui a fait réagir les poids lourds du PS. Chacun sait désormais ce que vaut un engagement signé sur l'honneur d'un homme comme Manuel Valls. Rien. Ce que vaut un homme sans honneur. Un message retweeté 11 000 fois. Les électeurs de la primaire, eux, sont totalement désemparés. 49.3 un jour, 49.3 toujours.
La constance de Manuel Valls, c'est le déni de démocratie. Un chic type, vraiment. Quant à Macron, non seulement il n'a pas sauté de joie face à ce soutien, mais en plus, il a très vite coupé court aux avances de Valls. Ça veut dire que vous ne gouvernerez pas forcément avec lui si vous êtes élu. Vous l'avez compris. Du côté des petits candidats, Jean Lassalle a crevé l'écran d'ordinateur. Dans une interview à Minute Buzz, il a attiré 290 000 personnes. Je vous aime. Le candidat venu des Pyrénées a-t-il été grisé par ce succès numérique? En tout cas, il s'imagine déjà atteindre les hauteurs de la présidentielle. Le second tour est presque écrit. Madame Le Pen contre moi. Et dans ses rêves, Lassalle l'emporterait, c'est sûr. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Alors Alexis Corbière, vous avez un candidat, un rival sérieux pour affronter Marine Le Pen au second tour, c'est Jean Lassalle qui dit qu'il y sera. Effectivement. Est-ce que vous allez votre candidat va le retrouver en débat dans 48 heures sur les chaînes info? Comment vous préparez ce débat? Est-ce qu'un débat à 11, vous pensez que ça va permettre de faire bouger les lignes? Bon, c'est déjà matériellement un peu difficile. Je demande à voir, mais je dois vous avouer que j'étais un peu inquiet avant celui que vous avez organisé sur TF1. Et finalement, j'ai trouvé qu'à 5, le débat avait eu lieu et je crois qu'en plus, il nous a été assez profitable. On va voir, il y a une limite matérielle, mais qui touche tous les candidats. C'est qu'en vérité, ils auront 14 minutes pour s'exprimer. Quand vous découpez ça en 4-5 thèmes, ça veut dire qu'il y aura une expression de 2-3 minutes, puis quasiment pendant 50 minutes, on n'entendra pas. Bon, j'ai peur que pour le téléspectateur, tout ça soit un peu haché. Bon, après, on verra. De toute manière, on ne craint aucun débat. Jean-Luc Mélenchon est un homme connu comme étant à l'aise. Puis je dirais, à ce niveau, de toute façon, tous les candidats connaissent leur programme. Bon, moi, j'espère que ce sera utile. Très bien, on va le faire. Mais là encore, ce qui est important, c'est la campagne qui se déploie sur le terrain. En revanche, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas faire un second débat sur France Télévisions le 20 avril. Nous, ce qu'on dit, c'est que premièrement, le débat 11, il a lieu. Est-ce qu'à 24 heures de la fin de la campagne, un débat doit avoir lieu à nouveau, alors qu'on sait très bien que pour peu qu'il y ait des choses qui sont des interpellations, etc., 24 heures plus tard, on ne peut plus du tout s'exprimer. Ça nous semble un peu bizarre, c'est vraiment pour laquelle la discussion est très simple. On demande, en l'occurrence il s'agit de France 2, je ne veux pas créer de concurrence entre les uns et les autres, de leur dire on peut trouver une autre date, pourquoi pas avant le 17 avril. Voilà, ça bloque, mais le CSA dit la même chose que nous. Vous n'avez pas fait un ami, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui regrette que Jean-Luc Mélenchon bloque ce second débat. Moi je vais vous dire une chose en plus, franchement, j'aurais pas été choqué, je l'ai même dit publiquement, que Nicolas Dupont-Aignan soit lors du débat que vous avez fait à 5, il aurait pu être à 6. C'est un courant d'opinion, bon. Après il faut fixer un voilà. critère. Non mais j'entends bien, mais je l'ai dit, on l'a dit publiquement. Bon, Nicolas Dupont-Aignan, je veux bien qu'il veuille faire du buzz, il n'est pas obligé de nous insulter en disant qu'on a peur et tout. Bon, au bout d'un moment, attention, parce que s'il croit ou si ses amis croient que c'est parce qu'on a peur de Nicolas Dupont-Aignan, je trouve que ça le rabaisse un peu à mes yeux. Alors c'est dommage, mais il fait ce qu'il veut. Encore une question, vous êtes un peu agacé cette semaine avec des militants de gauche qui regrettaient que l'alliance avec Benoît Hamon ne se fasse pas. Non, mais c'est un débat à l'occasion de l'association, elle s'appelle Les Jours Heureux, qui est très bien. Et puis, il y avait des militants qui posaient le problème. Moi, vous savez, il faut être concret, c'est le débat sans fin, il faut une candidature unique. Il peut encore se rallier à vous, Benoît Hamon? Mais c'est-à-dire que moi, je ne veux pas exprimer justement, c'est là où vous me coincez. Moi, je ne veux pas passer mon temps à dire Benoît Hamon, retire-toi, retire-toi, retire-toi. Bon, c'est sans fin, surtout qu'il dit qu'il ne veut pas se retirer, surtout que le même Benoît Hamon, il passe à la télé lundi pour dire retirez-vous tous pour me soutenir. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, la campagne, elle est lancée. Et c'était une réunion où on se parlait entre militants. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire, il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Mais quand on n'a pas de solution, avançons. C'est ce qu'on fait avec Jean-Luc Mélenchon. En ne perdant pas de vue que ce qui est important, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de la moitié de nos concitoyens qui se cherchent. Il y a 20 millions de nos concitoyens qui vont faire un choix. Eux, ils veulent des solutions pour l'emploi, pour leurs problèmes à eux, pour leurs enfants, l'éducation. C'est pas le débat. Est-ce que les chefs à plumes de la gauche se mettent autour d'une table pour savoir qui c'est qui sort, tout ça. Et on voit bien la dynamique Mélenchon, c'est qu'elle ne s'enferme pas dans les partis, parce qu'elle parle à tout le pays. Et on va continuer. Alors c'est l'heure de donner la parole à tous ceux qui nous suivent sur Facebook Live depuis le début de l'émission. C'est la séquence sans filtre. Justine, vous suivez depuis tout à l'heure les commentaires sur le Facebook Live, donc la parole est à vous. Une question qui ressemble un petit peu à votre première question tout à l'heure, Christophe. C'est une question de Frédéric. Monsieur Corbière, je suis persuadé depuis plus de 6 mois que l'affiche du second tour sera Mélenchon-Le Pen. J'aimerais connaître l'axe majeur de votre confrontation au moment de l'entre-deux-tours. Moi, je crois qu'il faut continuer à dire ce que nous disons. Franchement, s'il faut résumer les choses, ce sera nation ethnique contre nation civique. Voilà. Le projet de Mme Le Pen, c'est de considérer qu'aujourd'hui, je l'ai un peu résumé la dernière fois, c'est le capitalisme bleu-blanc-rouge. Elles veulent nous faire croire que les ouvriers français vont être heureux de se faire exploiter par des patrons français. Nous, c'est autre chose. C'est une nation marquée évidemment par la nation civique, l'égalité entre les citoyens.
et aussi des droits nouveaux dans l'entreprise pour les salariés notamment, des droits écologiques, le passage en 6e République. L'autre soir sur TF1, Mme Le Pen a dit très bien, la 5e République, elle lui va très bien, je crois que c'était ça exactement son expression. Bon, mais chacun jugera. Le changement, il est du côté de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que ça amènera à ce que beaucoup de gens, mais je ne reprends pas ce que nous disions tout à l'heure tous les deux, peuvent se dire à la fois il y a les propositions sociales et écologiques de Mélenchon, mais aussi ce passage en 6e République, qui permet que la tension actuellement dans la société se dénoue positivement, pacifiquement, plutôt que par peut-être une issue violente qui n'est pas à exclure dans les années qui viennent. En plus, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'une fois que la nouvelle constitution serait approuvée, il démissionnera et remettra son mandat en jeu. Ça a l'air de vous faire plaisir. Non, non, mais vous avez bien raison. Non, mais que les choses. Évidemment, nous, il ne s'agit pas de vous. Moi, je ne vous ferai pas croire, même si je suis aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis 20 ans, qu'il faut élire le nouveau monarque présidentiel qui a toutes les vertus. C'est pas ça. La question, c'est comment on respecte la souveraineté du peuple. Jean-Luc Mélenchon mettra en œuvre ce processus, c'est-à-dire il sera élu, il y aura une assemblée législative classique, 5e République au mois de juin, qui commencera à mettre en œuvre notre programme social et écologique, mais on s'est dit aux alentours d'octobre-novembre, après l'été, il y aura une nouvelle élection qui sera convoquée, suite à une question que posera le président Mélenchon sur la base de l'article 10 de la Constitution. Me donnez-vous la possibilité de convoquer une élection constituante? Cette élection aura lieu, des députés constituants seront élus, une part d'ailleurs de gens sera tirée au sort, et ça composera cette assemblée constituante. Pour donner un peu sens et clarté à tout ça, Jean-Luc a dit elle pourrait même se réunir par exemple à Toulouse, c'est-à-dire qu'il y aura 2 chambres qui travailleront. C'est des processus qu'on a connus historiquement. Et au terme de ce débat, eh bien, nouveau projet de constitution sera proposé aux Français. Dans ce cadre-là, les amis de Jean-Luc Mélenchon, pour dire des choses comme ça, nous proposons que cette constitution ait des droits nouveaux. J'évoquais ce droit de révoquer les élus, la règle verte, par exemple. C'est-à-dire que constitutionnellement, vous ne pouvez pas épuiser plus la planète que ce qu'elle peut reproduire. Nous, on est pour constitutionnaliser le droit à l'IVG, etc., etc. Vous voyez, c'est ça le profil. Mais ce sera un beau débat entre Français et entre nos concitoyens pour savoir qu'est-ce qu'il en sort. Alors justement, c'est une proposition qui pourrait vous rapprocher, vous allez nous expliquer, de Marine Le Pen. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur l'euro. Chaque fois qu'il y a une discussion qui part comme ça. Évidemment. Sauf que là, sur la sortie de l'euro, ça semble pas très clair pour plusieurs internautes. Il y a Raphaël, il y a aussi Jacqueline. Est-ce que vous sortez de l'euro? Est-ce que vous sortez de l'Europe? Quel est votre idéal européen? Nous créons, moi je suis un internationaliste, il faut la solidarité entre les peuples évidemment, des coopérations économiques, culturelles, etc. Aujourd'hui, arrêtons de parler de l'Europe, parlons de cette Union européenne-là. Clairement, cette Union européenne-là, nous disons à tout le monde, si ça continue comme ça, c'est la guerre économique et même plus que ça entre les peuples. Donc plan A, on renégocie. Voilà, donc rapport de force clair qui ne commence pas en disant quoi qu'il arrive, nous resterons dans le cadre de ces traités, mais qui clairement, c'est pas une attitude bravache, mais qui dit voilà, nous voulons changer les règles. Par exemple, aujourd'hui, les traités actuels interdisent l'harmonisation fiscale et sociale. Les principales délocalisations aujourd'hui, des entreprises qui partent en France, restent au sein de l'Europe. On a parlé des Whirlpool, ils vont en Pologne. J'étais à Clermont-Ferrand avec les salariés de la CETA, ils partent en Pologne et la liste est longue. Ce n'est pas tolérable qu'on détruise notre outil industriel pour aller dans des pays, non pas parce que le climat y est meilleur, mais uniquement parce qu'on paye moins les travailleurs. Donc voilà ce que nous allons dire. Une Europe qui est... La Justine va vous dire, vous dites à peu près la même chose que Marine Le Pen là-dessus. Non, alors ce que j'aimerais comprendre, c'est justement, est-ce que vous Madame Le Pen, en vérité, elle est contre l'Europe depuis 30 ans. J'ai fait un peu de buzz l'autre jour sur Internet en rappelant d'où elle vient. Mais précisément parce que eux, ils sont contre toute idée d'Europe. Ils sont nationalistes. Aujourd'hui, ils s'habillent, mais franchement, ayant un peu d'histoire, je suis aussi enseignant, depuis toujours, l'extrême droite, à travers le temps, elle s'est habillée dans une tunique sociale. Mais fondamentalement, elle dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, le nationalisme, toute solidarité entre les peuples est impossible. Moi, je dis oui à la solidarité, mais pas au libre-échange libéral, parce que précisément, la belle idée d'Europe est en train de se transformer en un cauchemar. Vous êtes en train de renégocier un traité avec les pays qui voudront... Alors voilà, soit on dit on peut changer les choses, soit ce qu'on pense, c'est qu'en vérité, il n'y a pas d'Union européenne sans la France. Si vraiment on n'arrive plus du tout à s'entendre, notamment parce je schématise, l'Allemagne de la droite de Mme Merkel dit non, c'est l'euro fort quoi qu'il arrive, etc. Eh bien, il peut y avoir une situation où, effectivement, nous allons proposer aux peuples qui le voudront, aux pays qui le voudront, eh bien, pourquoi pas ne pas construire de nouvelles zones de solidarité économique. Alors ça veut dire qu'on sort de l'Europe et de l'euro et peut-être ça veut dire qu'il n'y a plus d'Europe. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'Europe. Et donc ça veut dire est-ce qu'on en reconstruit une forme de nouvelle union avec quel pays? Avec quel pays? Mais vous verrez que ça va créer effectivement un grand processus politique de discussion à travers toute l'Europe, parce que sinon on commence à dire voilà, assez de se faire la guerre entre nous. On va essayer d'établir des vraies solidarités, des vrais liens économiques, sociaux, culturels dont on parlait tout à l'heure. Et qui vous dit, j'en sais rien, qu'avec nos amis italiens, espagnols, etc. Parce que c'est des discussions qui ont commencé peut-être même en coulisses ou pas du tout? Évidemment, nous on a fait un sommet à Rome l'autre jour avec des forces politiques européennes où étaient présents, que ce soit nos amis de Podemos, Die Linke en Allemagne, ou nos amis qui, jusque-là avaient participé au gouvernement grec et qui, vous savez, n'ont pas totalement suivi les choix d'Alexis Tsipras. Mais au-delà de ça, il va de soi que si c'est la France, non pas seulement le candidat Jean-Luc Mélenchon, mais le président Mélenchon,
ça va évidemment modifier totalement les choses. Moi, je reste persuadé qu'en Europe, partout, tout le monde subit cette Union européenne. Et l'euro à court terme, qu'est-ce qui se passe? L'euro, il suivra, j'ai envie de dire, ce processus. Cet euro fort aujourd'hui, ça ne peut plus continuer. Ça, c'est une chose. Nous sommes pour mettre un terme à cette indépendance de la Banque centrale européenne qui donne le ton à un type de politique monétaire qui n'est plus conforme aux intérêts des peuples et notamment aux intérêts de la France. Donc on verra. J'espère être compris. La politique, c'est de la dynamique. Nous ne disons pas, quoi qu'il arrive, on sort, parce qu'en vérité, toute idée de solidarité entre les peuples est vouée à l'échec. Non, c'est pas vrai. Par contre, nous ne disons pas non plus, tel un petit lapin qui va se faire écraser ou pris dans les phares de je ne sais trop quel véhicule, quoi qu'il arrive, nous resterons dans le cadre de cette Europe parce que le rêve européen. Non, aujourd'hui, on l'a dit, je vais résumer dans une formule, on la change ou on la quitte. Mais je veux la changer. Et je veux créer les conditions du changement. Et je suis sûr que la deuxième puissance économique d'Europe, la France, c'est 18% du PIB européen, elle sera entendue. Ce ne sera pas comme nos amis grecs. Pourquoi les Grecs se sont fait prendre à la gorge? C'est que c'est 2% du PIB. Tsipras, je ne veux pas l'accabler, il n'avait aucun moyen de résister. Nous, on peut créer un rapport de force différent. Juste une autre question. Oui, Clément, pour élargir, on était sur les questions européennes. Question internationale, pouvez-vous expliquer de manière claire la position de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Vladimir Poutine et à la Russie? Alors, à l'instant même, nous avons parlé, mon ami Mathias Saint-Hoven va lancer... Non, mais je vous remercie de la question. Un extrait que Jean-Luc Mélenchon a dit encore au Havre dernièrement. Je vais résumer les choses très simplement. Si j'étais en Russie, un citoyen russe, je ne voterais pas Vladimir Poutine, je serais un opposant à Vladimir Poutine. Mais ça fait longtemps qu'il est réélu et qu'il est Non, mais j'entends bien, que les choses soient claires. Donc, nous ne sommes pas... Vladimir Poutine est un oligarque, il n'en a rien à fiche de l'écologie, c'est un productiviste, etc. Donc, et y compris certains de nos amis ont même été encore dernièrement en prison. Donc le débat n'est pas que nous sommes fascinés, comme je l'ai même entendu de la part de gens qui sont, que j'estimais quand même qu'ils auraient pu être un peu plus subtils. Le problème n'est pas celui-là. Mais à l'inverse, multiplier les discours parfois de tensions internationales contre la Russie, qui amènent à ce que parfois on s'aligne sur un discours parfois qui vient plus des intérêts de la diplomatie américaine que jusque-là des intérêts de la France ou de l'Europe, ne sert à rien. Il faut travailler à la paix. La paix, ça veut dire que tout conflit, toute tension doit être réglée de manière pacifique, notamment en utilisant un outil qui est l'ONU. Donc, j'ai envie de dire, beaucoup de gens en ont rajouté dernièrement, quasiment à nous dépeindre un Poutine qui est un nouvel Hitler, auprès de qui, face à qui il faudrait quasiment préparer la guerre. Nous, on dit non. Voilà ce qu'on dit. Alors, on se fait rhabiller immédiatement comme étant ami de Vladimir Poutine. Je ne suis pas ami de Vladimir Poutine, c'est un régime autoritaire, je suis du côté des Pussy Riot quand elles se font mettre en prison, je suis du côté notamment quand il y a une gay pride dans les rues de Moscou, et je trouve le débat n'est pas celui-là. Il y aura de la réelle politique avec... Mais bien entendu... Vladimir Poutine et avec d'autres, peut-être quelle est la position de la France, de Jean-Luc Mélenchon s'il est élu? Est-ce qu'il faut renforcer certains liens? Avec qui? Il faut créer un monde multipolaire, oui, il faut créer un monde multipolaire, il faut effectivement arrêter sortir de l'OTAN? Oui. Ah oui, clairement. Non mais l'OTAN, qu'est-ce que c'est? C'est une alliance militaire sous l'égide des États-Unis qui amène à ce qu'il y ait un système de solidarité entre tous les membres où si un des membres vient à avoir un conflit, vous vous êtes engagé dans ce conflit. Je rappelle que la Turquie, par exemple, fait partie de l'OTAN. C'est-à-dire que si la Turquie... l'OTAN protégée, ça protège aujourd'hui les anciens pays de l'Est par rapport à un Poutine qui peut être un peu menaçant parfois. Oui, mais vous voyez bien dans quoi vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que si certains, et notamment le gouvernement ukrainien actuel, rentrent en conflit avec la Russie, parce que nous sommes membres de l'OTAN, nous serions en train de préparer la guerre contre la Russie. On l'a pas vraiment fait finalement. Non, mais j'entends... Non, mais attendez, est-ce que la France peut avoir une diplomatie indépendante, qui peut l'amener, et les États-Unis ne sont pas que des adversaires, peut-être qu'on peut... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, la grandeur de la France, elle est quand effectivement, notamment avec les pays non alignés, notamment des pays d'Amérique latine, notamment des pays d'Afrique, et pourquoi pas même la Chine, à chaque fois en défendant les intérêts du peuple français, mais aussi en considérant que ça n'est pas seulement les intérêts des États-Unis qui doivent primer à tout. Je rappelle accessoirement que vous me titillez sur Poutine, je le prends avec amusement, mais l'ami Trump, il n'est pas rassurant. Hein. Et sous l'égide, l'OTAN, c'est sous l'égide de M. Trump. Moi, je n'ai pas envie d'être dans une coalition militaire dirigée par M. Trump. Une autre question, sur les questions de terrorisme, on a eu plusieurs questions à ce sujet. Thibault, êtes-vous inquiet de la montée des extrémismes religieux en France? Comment en est-on arrivé là? Et peut-on seulement les combattre? Vos propositions, merci. Alors, il y a plusieurs choses. Oui, je suis inquiet de l'intégrisme religieux. Moi, je suis un laïc de conviction. Et il faut bien comprendre ce que ça signifie. La laïcité ne doit pas être à géométrie variable, c'est une chose. Donc, il faut être clair vis-à-vis de toutes les religions, pas de financement public, des religions, etc. Après, nous avons des phénomènes, effectivement, de radicalisation dans certaines religions, qui touchent un peu toutes les religions, mais je ne vais pas non plus être langue de bois. Il est vrai que vous avez aujourd'hui certains groupes, notamment qui se réclament de l'islam, qui sont radicalisés. Moi, je vais imposer une laïcité plus stricte ou pas forcément? Non, pas du tout, mais il y a une chose qui est le respect de la laïcité. C'est l'enseignant aussi qui vous parle. Je suis prof en lycée professionnel. Moi, je vois des élèves qui sont travaillés par toutes ces questions identitaires, auprès de qui il faut à tout moment réexpliquer ça. C'est vraiment la mission des enseignants. Après, on a d'autres phénomènes. On parlait de géopolitique. C'est la mission des enseignants, ça veut dire qu'il faut encadrer une politique de prévention Il faut enseigner la laïcité, il faut bien expliquer ce que c'est. Il faut non pas que les Français de confession musulmane le vivent comme un argumentaire à géométrie variable uniquement tourné vers eux.
Moi, là où j'ai été blessé, je me souviens d'un élève qui me dit « Mais monsieur, je défendais la laïcité. » Ils ont un peu repéré quelles sont mes idées politiques. Il me dit « Mais on croyait que vous êtes avec Madame Le Pen ?» Quand un jeune aujourd'hui de 18-19 ans, quand on lui dit le mot laïcité, a l'impression qu'en fait c'est un vocabulaire d'extrême droite, on a un problème. Et donc il faut réexpliquer en quoi la laïcité permet justement que toutes les religions puissent vivre, et que notamment ceux qui n'ont pas de religion aussi puissent vivre tous ensemble, qu'elle n'est pas tombée du ciel, elle est née de tensions justement, et c'est une manière pacifique de régler les questions. Bref, pour revenir à notre affaire, défendons la laïcité. Elle est écornée dans certains, en Alsace-Moselle notamment, il y a un concordat qui fait que, je le rappelle, il y a notamment des financements publics, des prêtres, des pasteurs et des rabbins. On pourrait au moins s'assurer que sur l'ensemble du territoire, elle soit respectée. Et après... On ne mettrait pas au concordat notamment. Pardon ? On ne mettrait pas au concordat l'Alsace-Moselle. Dans sa dimension religieuse, parce qu'après, ceux qui connaissent le dossier savent que sur des questions notamment de protection sociale, de remboursement des médicaments, c'est un régime plus favorable. Comment on empêche ceux qui voudraient encore partir faire le djihad d'y aller, puisqu'on sait qu'il y a après, plusieurs... franchement, c'est des affaires de police. Nous, on est pour 10 000 policiers supplémentaires, et des policiers, on a discuté avec certains des représentants, qui font du terrain, parce que bien souvent, il y a des outils technologiques. Notamment le retour de la police de proximité, vous me dites. Alors, il y a la police de proximité, mais il y a même, en termes de renseignement, des gens qui connaissent ça, vraiment. Alors après, vous savez évidemment que des jeunes gens, mais j'ai envie de dire, on est dans autre chose, même si c'est des gens qui sont prêts à aller dans un pays étranger, faire la guerre, revenir en France pour se faire exploser, etc. Là, on a affaire à quelque chose qui doit être réglé par des méthodes de police, et notamment, nous proposons la création de 10 000 postes de policiers, ça fera du bien. Le travail des policiers est parfois dans des conditions terribles, on leur en demande beaucoup. Merci beaucoup Justine pour ces questions des internautes, merci à vous aussi. On arrive maintenant à la dernière séquence de l'émission, le candidat et moi. Vous savez, dans cette séquence, on essaie de décrypter un peu la relation qu'entretient le candidat à la présidentielle et notamment les médias, les journalistes, ça tombe bien, c'est une question d'actualité. Et c'est Marie Croxel qui va nous rejoindre, qui suit la campagne du candidat Mélenchon. On regarde d'abord le sujet qu'elle a préparé, une journée avec Jean-Luc Mélenchon. Il l'assume, il n'est pas du matin. Il est déjà 11h quand Jean-Luc Mélenchon débarque tout sourire sur le port du Havre, au pied d'un porte-conteneurs de plus de 300 mètres de long. Vous en aviez déjà vu, vous, des bateaux comme ça? Regardez-moi ce monstre. Vous l'avez déjà vu? Non. Je vous avoue que ça m'impressionne beaucoup. La visite se poursuit à 40 mètres de hauteur sur une grue de déchargement. Le candidat questionne. Certaines informations nourriront son discours en meeting ce soir. Après, attends, j'ai rien compris. Comment ça fait, là? Ah oui, d'accord, on est dessous, là. On est sous le même truc. Voilà. Depuis la marche du 18 mars, puis le grand débat télévisé, tout semble lui sourire. Dans la voiture qui l'emmène à son hôtel, il revient sur cette drôle de campagne. Vous vous mettez à la place de quelqu'un de droite, bon, il peut être complètement perturbé par ce qu'il voit, puis pareil pour un socialiste. Donc tout le monde réfléchit. C'est un bon moment pour moi, je ne vais pas vous dire le contraire. Si tout le monde savait d'avance ce qu'il va faire, on dirait Mélenchon est bien sympa, mais bon, on verra une autre fois. Nous le laissons à son déjeuner et partons découvrir le lieu du meeting. Déjà beaucoup de monde devant les docks. Dans sa loge, Jean-Luc Mélenchon met la dernière main à son texte. À ses côtés, son directeur de campagne. Vous avez vu, moi, à chaque fois, on m'amène des trucs. Là, c'est un cadeau. C'est un portrait, un monsieur qui a fait ça. Mais si on met ça dans la permanence, tout le monde va crier au culte de la personnalité. Non, mais c'est touchant. À 1 heure de son entrée en scène, sa décontraction n'est qu'apparente. Lui, si à l'aise sur les estrades, connaît trop bien le poids des mots. Son équipe en sait quelque chose. Alors évidemment, c'est une épreuve pour moi, parce que je suis sur les dents, mais alors pour eux, et les pauvres, je change d'avis en cours de route, j'ai décidé de mettre telle idée, parce qu'il y a des protocoles de fabrication, hein. Les fiches ont toutes le même modèle. On peut en voir une, juste? Pardon? On peut en voir une? Non, c'est secret. Il est 20h quand il entre en piste, muni de ses quelques feuillets. Impossible de faire l'impasse sur l'actualité, les déboires de Benoît Hamon. Il avait ciselé sa formule dans le secret de sa loge. J'ai envie de vous faire du Molière. Mais qu'allait-il faire dans cette primaire? 1h40 de discours, le candidat ne s'attardera pas. À raison de 2 meetings par semaine, la fatigue gagne. Merci Marie Croxel de nous avoir rejoints. Tu suis pour nous évidemment la campagne du candidat Mélenchon. Alors tout à l'heure on parlait parfois des tensions entre la France insoumise et les médias, avec la manière via Internet de parler directement aux Français, aux électeurs. Est-ce que toi tu la ressens parfois cette tension ou pas du tout? Est-ce que c'est un mythe ou bien effectivement parfois vis-à-vis des médias traditionnels il y a une forme de méfiance? Alors ça va plutôt mieux. Je pense que la relation de Jean-Luc Mélenchon aux médias traditionnels a changé, mais son opinion sur les médias traditionnels, elle, n'a pas changé. C'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas beaucoup de
considération pour les médias traditionnels. Il faut faire avec, donc il fait avec. Je pense qu'il a beaucoup contribué à apaiser sa relation avec nous. C'est précisément, il a réussi à contourner le système avec notamment sa chaîne YouTube, à travers les réseaux sociaux. Et il me le disait lui-même, il se sent moins dépendant des médias traditionnels. Et à partir de là, il envisage sa relation à eux de manière plus tranquille. Puis un autre élément aussi, c'est cette figure du Jean-Luc Mélenchon rassurant, qui fait d'ailleurs aujourd'hui la une du journal du dimanche. Ça fonctionne, ça ne peut pas, ça n'est pas compatible avec le Jean-Luc Mélenchon vitubérant sur les médias. Donc, Vous trouvez une forme de sincérité dedans, le fait qu'effectivement le candidat Mélenchon n'est pas tout à fait le même aujourd'hui qu'il était en 2012. Ou est-ce que c'est de la communication, ou bien est-ce qu'il a mûri peut-être Je ne suis pas certaine qu'il ait fondamentalement changé. Je ne suis pas certaine qu'il ait fondamentalement changé, notamment, ce que je dis, je pense que son opinion sur les médias n'a pas changé. Donc à partir de là, alors on peut y voir, lui dit, le temps passe, une forme de maturité, c'est fait. Peut-être un peu curieux de parler de maturité le concernant, mais oui, il sait aussi où est son intérêt. Enfin, il est en campagne. Donc voilà, il fait ce qu'il faut aussi. Bon, j'imagine que par ton travail, Marie, tu prouves que les médias traditionnels peuvent aussi faire leur travail. On l'utilise régulièrement quand on la voit. Non, mais je peux vous dire une chose. Oui, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, je vous laisse le libre de commentaire, mais il a écrit 14 livres. Et je sais que des fois, une des choses qui le blesse, c'est que, moi je pense que c'est un intellectuel en politique, on n'apprécie pas, mais c'est quand même... Il y a une analyse intellectuelle, et ça l'agace parfois quand il fait des médias, que tout ça soit un peu folklorisé et résumé à des petites choses, alors qu'il aimerait plutôt qu'on lui dise, son dernier livre c'est De la vertu, ou voilà, vous avez écrit ça, rentrons dans le sujet. Je veux être cruel, et en plus je pense pas à vous, mais quand vous faites des grandes émissions et que vous avez l'impression que les deux personnes qui vont vous questionner n'ont même pas lu le livre que vous venez, j'ai vu parfois sortir Jean-Luc après une émission, de se dire mais bon sang, mais voilà, si c'est tout ramené, par exemple, alors le débat, alors Monsieur Hamon, que pensez-vous de Monsieur Hamon? Et Monsieur Poutine, que pensez-vous de Monsieur Poutine? Et vous avez le même programme que le Front National. Mais j'entends bien, mais les internautes souvent aussi, ils sont, comment dirais-je, dans le mainstream de ce que tout le monde répète. C'est là-dessus par moment qu'on a envie de vous dire, les amis, bon, ok, très bien, on a répondu accessoirement 25 fois, ces porte-paroles ont répondu 25 fois. On peut parler après de la manière dont nous pensons sortir, par exemple, du nucléaire, des questions géopolitiques, c'est des sujets intéressants. Et c'est moi là où je trouve que, franchement, on a marqué des points, c'est que l'autre soir, lors du débat TF1, des gens se sont dit, mais en fait, cet homme a de la profondeur, il y a de l'épaisseur. Et là où les réseaux sociaux sont extraordinaires, c'est que c'est un outil, et c'est que ça en vérité le secret du succès de Mélenchon. C'est pas seulement la manière, bien sûr c'est fait intelligemment par des jeunes gens, mais c'est que Jean-Luc il a le temps pour dérouler une analyse. Et les gens ont besoin de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la partager, mais ils vont dire chez lui, il y a une grille d'analyse, il y a une explication du monde et il y a des solutions. C'est l'authenticité qui fait la vérité. J'aurais demandé à Marie, qui sont les gens qui sont dans les meetings? Est-ce que c'est un mélange assez hétéroclite? Est-ce que par exemple on retrouve une classe ouvrière? Est-ce qu'elle est présente dans les meetings ou pas du tout? Comment tu as pu un peu faire une typologie de qui était présent? Alors déjà, moi je suis frappée par le mélange des générations. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un meeting avec que des soixantenaires ou cinquantenaires. Il y a aussi beaucoup de jeunes dans ces meetings. Quant à la sociologie... la classe ouvrière me semble pas surreprésentée dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon. Elle est présente. Je ne sais pas s'il vous manque encore un petit peu pour franchir un nouveau cap, c'est-à-dire que... Non mais soyons... premièrement, ce qu'on appelle classe ouvrière aujourd'hui, c'est 25% quand même de la population active, ça c'est ouvrier, et employé c'est 26%. La majorité de la population active quand même, c'est ouvrier ou employé. Donc il faudrait voir ce que vous appelez exactement la classe ouvrière. Il y a peut-être plus des ouvriers aux mains calleuses avec un bloc de travail qui viennent, mais il y a des gens qui bossent... parce que parfois, il faut aussi avoir le regard pour reconnaître. Ouais. Et il y a des gens qui sont là. Après, ce qui est vrai, c'est que les milieux populaires, ils s'abstiennent. D'abord et avant tout. Ils ne sont pas gagnés par le Front National, c'est pas vrai. Le premier comportement électoral des ouvriers, c'est d'abord l'abstention. Et il est vrai que c'est les milieux, et nous on essaie d'aller chercher, l'enjeu c'est qu'ils viennent. Alors on en fait venir. Moi j'ai la fierté de dire que nous faisons revenir au vote beaucoup de milieux populaires blessés par les politiques passées, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais c'est pas le problème de Mélenchon, c'est le problème, j'ai envie de dire, de l'ensemble des candidats. Et je crois que là-dedans, c'est nous qui avons quand même un impact assez significatif. Moi j'étais ce matin à Bagnolet encore, en Seine-Saint-Denis. Les gens, j'ai envie de dire, les plus éloignés des fois de la politique, entendent ce que dit Mélenchon, notamment sur ce que je disais tout à l'heure, des droits nouveaux. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Les gens me disent, oh, mais qu'est-ce qui va changer? Par exemple, le droit de révoquer, tu auras des droits nouveaux, des droits citoyens. C'est pas seulement nos propositions sociales et écologiques, mais c'est le fait qu'on va redonner une dignité citoyenne et des droits nouveaux. Et ça, je trouve que ça marche, mais
il y a 3 semaines pour y arriver, puis on jugera à l'arrivée. Alors, Marie, dans les meetings, qu'est-ce qui plaît le plus aux gens qui assistent aux meetings? Parce qu'il y a le côté, on l'a dit, il y a extrêmement bon orateur de Jean-Luc Mélenchon, sa culture, sa verve, etc. Est-ce qu'ils viennent voir une sorte de one-man show, ou bien est-ce que les propositions, est-ce que ça fait débat dans les travées, etc. Alors ça dépend. C'est-à-dire qu'en fin de meeting, traditionnellement, on va effectivement interroger les gens pour savoir ce qu'ils ont pensé de la prestation, enfin de l'orateur et de ce qu'il proposait. Il y a plusieurs catégories. Il y a les gens effectivement qui sont fascinés par l'orateur. Ceux qui ne connaissaient pas sont en général assez séduits. Et puis il y a aussi une partie, je dirais, de gens qui théorisent avec lui, d'intellectuels. Il y a beaucoup d'enseignants, d'enseignants qui sont, qui épousent complètement ses propositions. D'autres, enfin, ça je dirais troisième catégorie, qui ont l'impression d'avoir un porte-voix. Plusieurs personnes me disaient, voilà, il dit pour nous. Il dit ce qu'on ressent et ce qu'on n'avait pas entendu ailleurs. Ça, je l'ai entendu notamment au Havre. Voilà, je dirais c'est trois... Non, mais Jean-Luc a un talent, et je vais appeler ça un talent, parce qu'il accorde un soin à l'esthétique en politique. Mais comme vous dites, à décrire le quotidien des gens. Et d'un seul coup, à y redonner du sens. Et il redonne une dignité. Moi, c'est ça qui me frappe le plus. Moi, j'ai vu des gens pleurer dans les meetings. Quand on il reparle dans le quotidien, des difficultés, etc. Et cette vérité, elle touche le cœur des gens. Et je crois que c'est ça qui fait sa force. Mais c'est pas que... Parce que le bon orateur, qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Luc, il dit toujours, comme c'est la phrase de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les choses pour le dire viennent... Et les mots pour le dire viennent aisément. En vérité, ce qui fait de lui un bon orateur, c'est quand même la force de ses idées. Alors on va faire merci beaucoup Alexis Corbière. On va faire un point sur la question du jour. Est-ce que Mélenchon peut accéder au second tour? Alors je suspecte les très efficaces réseaux sociaux. Ah ben on s'est mobilisé quand même. Alors la réponse. Puisque le résultat est sans appel. D'après vous, Jean-Luc Mélenchon sera-t-il au second tour? Oui, à 80%. Je voudrais aussi souligner qu'il y a eu un peu plus de 1600 votants. Là aussi, c'est un nombre élevé par rapport à d'habitude. Donc vous avez été très regardé ce soir. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir joué le jeu. Merci de l'invitation. Après le journal, on a un autre invité différent. C'est Gilbert Collard, le député Front National du Gard, ancien trotskiste, vous me rappelez tout à l'heure. Quelle histoire, il est passé par toutes les positions. Moi je l'appelle le cathodique intégriste. Dès qu'il y a une caméra, vous allez voir. Mais il faut un peu... Son parcours est tellement sinueux que je le trouve très à l'image de ces gens du Front National, défendant des choses et puis autre chose. J'aime pas cette façon de faire la politique et il le sait.